Je m'appelle Rosalyn, j'ai 28 ans, et je suis étudiante en soins infirmiers à 3 mois de l'obtention de mon diplôme. J'ai conduit 6 heures pour rentrer à la maison pour Noël, ma voiture remplie de cadeaux soigneusement emballés. La maison était étrangement silencieuse quand je suis arrivé. Aucune décoration, pas de chaos familier, juste grand-mère Eleanor dans la cuisine en train de manger de la dinde passée au micro-ondes. Sur le réfrigérateur, un mot griffonné à la hâte, avons dépensé près de 10 000 $ pour une croisière familiale dans les Caraïbes. Prends soin de grand-mère. De retour dans 4 jours. On t'aime. Grand-mère m'a regardé et a dit calmement, nous allons arranger ça. J'ai simplement hoché la tête. 4 jours plus tard, il suppliait. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous voulez savoir comment ma famille a appris sa leçon sur le fait de profiter de la mauvaise personne. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite a tout changé. J'ai grandi à Springfield, dans le Missouri, dans ce que j'appellerais une famille de classe moyenne. Mon père, Harold, travaillait dans la vente, le genre de poste avec des commissions imprévisibles qui signifiait que certains mois nous vivions confortablement et d'autres nous tirions le diable par la queue. Maman, Diane, était réceptionniste à temps partiel dans un cabinet dentaire et dépensait plus qu'elle ne gagnait. Mon frère Jacob, de 2 ans mon aîné, et ma sœur Olivia, de 3 ans ma cadette, complétaient notre famille. Eux, et grand-mère Eleanor, qui a emménagé après le décès de grand-père quand j'avais 10 ans. Grand-mère était la présence stable et fiable dans notre foyer financièrement chaotique. Tandis que mes parents vivaient des montagnes russes émotionnelles et financières, Eleanor maintenait une approche calme et pratique de la vie. Elle m'a appris à établir un budget, à économiser et à planifier pour les jours difficiles, des leçons que mes parents ne semblaient jamais assimiler malgré ses tentatives pour les guider. Notre relation était spéciale. Les soirs où maman et papa se disputaient à propos d'argent, je me glissais dans sa chambre, un ancien bureau converti, et elle me racontait des histoires de sa jeunesse ou m'aidait avec mes devoirs. « Tu as la tête sur les épaules, Rosie, disait-elle. Tu vas briser ce cycle. » Et j'ai essayé. Après le lycée, j'ai été accepté en école d'infirmière à Chicago. J'ai cumulé plusieurs emplois pour subvenir à mes besoins, servir des tables le matin, travailler à la bibliothèque du campus l'après-midi, et prendre des gardes le week-end dans une maison de retraite. Chaque centime comptait alors que je jonglais entre les frais de scolarité, le loyer d'un minuscule studio, les manuels scolaires et les produits de première nécessité. Le prêt étudiant de 10 000 $ était pour mon dernier semestre, couvrant les stages cliniques et les examens de certification. J'avais évité les dettes pendant près de 4 ans, mais ces dernières exigences étaient impossibles à financer uniquement avec mes emplois. Le prêt représentait ma ligne d'arrivée, le dernier obstacle financier avant de devenir infirmière diplômée avec un revenu stable. Ma famille avait un historique d'irresponsabilité financière qui débordait parfois sur ma vie soigneusement gérée. Papa a une fois emprunté ma première voiture, une Honda d'occasion pour laquelle j'avais économisé pendant plus de 2 ans, et l'a rendue avec une transmission endommagée qu'il ne pouvait pas se permettre de réparer. Maman avait des urgences qui nécessitaient des prêts qu'elle remboursait rarement. Jacob a emprunté de l'argent pour des manuels un semestre et l'a remboursé 3 mois plus tard, après que j'ai dû utiliser des cartes de crédit pour mes propres livres. Olivia a une fois emprunté ma carte de crédit pour ce qu'elle prétendait être une urgence de fourniture scolaire, mais qui s'est avéré être des billets de concert. Chaque fois, je leur pardonnais. C'était ma famille, et malgré leurs défauts, je les aimais. Grand-mère Eleanor secouait la tête et me rappelait, l'amour ne signifie pas être un paillasson, Rosie. Mais je leur trouvais toujours des excuses. Noël était spécial pour moi. En grandissant, même pendant les années les plus difficiles, mes parents faisaient un effort pour créer des souvenirs de vacances magiques. La maison se transformait avec des lumières et des décorations. L'odeur des biscuits au sucre de maman emplissait l'air, et pendant quelques jours, les stress financiers semblaient lointains. En tant qu'adulte, j'ai conservé mon amour pour cette fête, économisant soigneusement tout au long de l'année pour acheter des cadeaux attentionnés pour tout le monde. Ce Noël-là, j'avais budgétisé encore plus soigneusement. Pour maman, j'avais trouvé une broche ancienne ressemblant à celle que sa grand-mère avait possédée. Pour papa, une rare première édition de son roman western préféré. Jacob recevrait un casque audio haut de gamme pour sa carrière naissante de producteur de musique, et Olivia, un portfolio en cuir pour ses projets d'école d'art. Pour grand-mère Eleanor, j'avais fait une folie avec un pull en cachemire et j'avais numérisé toutes nos photos de famille sur un cadre numérique. Dans les semaines précédant les fêtes, j'ai eu plusieurs conversations avec ma famille.
Personne n'a mentionné de projet de vacances. Maman a parlé de l'échange de biscuits de son groupe d'église, papa s'est plaint des quotas de vente de fin d'année, et nous avons discuté de qui irait chercher tante Martha à la gare la veille de Noël. Notre tradition semblait solidement en place. Le trajet de Chicago à Springfield prenait normalement environ 6 heures, plus longtemps avec le trafic des fêtes. Je suis parti à 5 heures du matin, un thermos de café à côté de moi, ma liste de lecture de Noël prête. Malgré ma fatigue due aux examens finaux et aux stages cliniques, l'excitation me tenait éveillé. Cela faisait presque 6 mois que je n'avais pas vu tout le monde ensemble, et j'avais hâte de retrouver le confort de la maison, aussi imparfaite que ma famille puisse être. En descendant l'autoroute I-55, observant le paysage urbain de Chicago se transformer en champs ruraux de l'Illinois puis du Missouri, j'imaginais la scène qui m'accueillerait. Maman serait dans la cuisine, papa regarderait le football, mes frères et sœurs se disputeraient la télécommande de la télévision, et grand-mère serait dans son fauteuil avec son tricot. Le sapin de Noël scintillerait, et la maison sentirait le pain et la cannelle. Ces pensées m'ont transporté à travers les embouteillages, les pauses toilettes dans les stations-service, et un déjeuner rapide pris au volant. Au moment où j'ai atteint les rues familières de ma ville natale, le soleil d'hiver commençait déjà à se coucher, projetant de longues ombres sur les jardins enneigés du quartier de mon enfance. Je rentrais à la maison. Je n'avais aucune idée que la maison dont je me souvenais ne serait pas là à mon arrivée. En tournant dans la rue Maple, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Les Henderson en face de nous avaient leur habituelle décoration lumineuse extravagante, et les Patel à côté avaient souligné leur porche de guirlandes lumineuses scintillantes, mais notre maison restait sombre. Pas de reine illuminée sur la pelouse, pas de couronne sur la porte, pas de lumière colorée encadrant les fenêtres. J'ai vérifié la date sur mon téléphone, confirmant que c'était bien le 23 décembre, alors que nos décorations auraient dû être installées depuis des semaines. Il y avait aussi moins de voitures que prévu. Juste la vieille Buick de papa dans l'allée, alors que je m'attendais à voir le VUS de maman, la Corolla déglinguée de Jacob, et peut-être le camion du petit ami d'Olivia. Un nœud s'est formé dans mon estomac alors que je me garais derrière la Buick. Les bras chargés de sacs de cadeaux et de valises, j'ai remonté l'allée, remarquant la fine couche de neige non déblayée, ce qui était inhabituel car papa était méticuleux pour le déneigement. J'ai équilibré les paquets de manière précaire en ouvrant la porte d'entrée. « Bonjour, je suis à la maison », ai-je crié, entrant dans un salon non décoré. Pas de sapin dans le coin, pas de guirlande sur l'escalier, pas de crèche sur la cheminée. La maison avait l'odeur légèrement renfermée d'un lieu fermé, avec une faible nuance de nourriture de micro-ondes. Dans la cuisine, ma chérie, est venue la voix de grand-mère Éléanore, le seul élément familier dans ce retour à la maison étrangement étranger. J'ai laissé tomber mes sacs dans le couloir et j'ai suivi sa voix, la trouvant à la table de la cuisine avec une assiette de dinde et de farce réchauffée au micro-ondes. Elle portait sa robe de tous les jours plutôt qu'une de ses tenues de fête spéciale. « Grand-mère, où est tout le monde ? Qu'est-il arrivé aux décorations ?» ai-je demandé, le nœud dans mon estomac se resserrant. Son visage, marqué par 82 ans d'expérience de vie, avait une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, quelque part entre la gêne et la colère. « Oh, Rosie, je suis tellement désolé que tu rentres à la maison pour trouver ça. Ils sont partis hier. » « Partis ? Que veux-tu dire par partis ? Où sont-ils allés ? » Elle a fait un geste avec sa fourchette vers le réfrigérateur. « Vois par toi-même. » Coincé sous un aimant souvenir de Branson, il y avait un mot écrit de la main distinctive de ma mère, avec ses gribouillis de fleurs caractéristiques dans la marge. Je l'ai décroché et j'ai lu « Rosie, ma chérie, une offre incroyable de dernière minute pour une croisière dans les Caraïbes, impossible de la laisser passer. On a utilisé l'argent de ton prêt, j'espère que ça ne te dérange pas, considère ça comme notre cadeau de Noël familial. On s'occupera des factures à notre retour. » Grand-mère ne pouvait pas gérer le voyage avec ses problèmes de mobilité, alors s'il te plaît, prends soin d'elle. De retour dans 4 jours. On t'aime fort, maman, papa, Jake et Liv, bisous. Je l'ai lu 2 fois, certaine d'avoir mal compris. Le ton désinvolte, les cœurs sur les i, comme si emprunter $10 000 sans permission équivalait à emprunter un pull. Je ne pouvais même pas finir la phrase. Sont partis hier après-midi, a complété grand-mère, la voix tendue. Juste après avoir réservé la croisière de dernière minute. Ils ont dit qu'ils avaient reçu un courriel concernant une offre d'annulation, l'ont payé, ont fait leurs valises et sont partis en moins de 3 heures. Ils n'ont même pas enlevé les décorations de Noël, ils ne les ont tout simplement jamais installées.
Je me suis affaissé contre le réfrigérateur, le mot se froissant dans ma main. Mais l'argent de mon prêt c'était pour mon dernier semestre, pour mes stages et ma certification. Comment ont-ils pu simplement le prendre? Tu as mentionné que l'argent arrivait la semaine dernière quand tu as appelé, a dit grand-mère doucement. Diane a demandé si tu utilisais toujours le compte joint que tes parents avaient ouvert quand tu es allé à l'université. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Le compte avait été ouvert quand j'avais 18 ans avec mes parents comme co-signataires pour les urgences. Je n'avais jamais pris le temps de les retirer, utilisant le compte principalement pour mes prêts étudiants et mes plus grosses dépenses, tandis que mes dépenses quotidiennes provenaient d'un compte personnel séparé. Ils ne peuvent pas simplement le prendre, ai-je dit. Mais même en prononçant ces mots, je savais qu'ils le pouvaient. Et ils l'avaient fait. Mon téléphone a vibré avec une notification. Avec des doigts engourdis, je l'ai ouvert pour découvrir que j'avais été identifié dans une photo de famille sur les réseaux sociaux. Ils étaient là, tous les quatre, debout sur le pont d'un navire de croisière, portant des colliers de fleurs et tenant des boissons tropicales. Vacances de Noël surprise. Tellement béni, lisait la légende de ma mère, publiée seulement 30 minutes plus tôt. Ils ne t'ont même pas emmené, ai-je dit à grand-mère, la trahison s'approfondissant en regardant sa silhouette frêle à la table de la cuisine. Le médecin a dit que ma hanche ne supporterait pas le navire, et il ne voulait pas annuler leur plaisir, a-t-elle répondu avec un sourire amer qui n'avait rien d'amusant. Ton père a dit qu'il me rapporterait un souvenir. Je me sentais physiquement malade, une vague de nausées me submergeant alors que les implications prenaient toute leur ampleur. Mes jambes semblaient faibles, et je me suis agrippé au comptoir pour me stabiliser. Rosie, assieds-toi avant de tomber, a ordonné grand-mère, soudainement très pragmatique. J'ai obéi automatiquement, m'asseyant sur une chaise de cuisine. Ils m'ont volé, ai-je chuchoté, encore incapable de bien comprendre. Ma propre famille m'a volé. Oui, c'est ce qu'ils ont fait, a convenu grand-mère, sans enrober la vérité. À ma grande surprise, elle avait l'air en colère plutôt que de défendre son fils et sa famille. Et nous allons nous en occuper. Je l'entendais à peine. Mon esprit parcourait les conséquences. Sans cet argent, je ne pouvais pas m'inscrire à mes derniers stages cliniques. Sans stage, je ne pouvais pas obtenir mon diplôme. Sans diplôme, pas de licence d'infirmière. 4 ans de travail acharné et de sacrifice, anéantis par les vacances impulsives de ma famille. Je dois voir s'ils ont vraiment tout pris, ai-je dit, sortant mon téléphone avec des mains tremblantes. Quelques clics ont confirmé mes pires craintes. Le compte avait été vidé 3 jours auparavant avec un virement de 9 876 $ à une agence de voyage. Ils avaient littéralement pris chaque centime, jusqu'au dernier dollar. J'ai essayé d'appeler chaque membre de la famille, mais chaque appel est tombé directement sur la messagerie vocale. Les messages textes étaient marqués comme livrés mais non lus. Pendant ce temps, d'autres photos de vacances apparaissaient en ligne, chacune étant un nouveau coup de poignard de trahison. Allons jeter un œil, a suggéré grand-mère. Voyons ce que nous pouvons découvrir d'autre. Dans le bureau, nous avons découvert des brochures de croisière imprimées, des guides de voyage des Caraïbes et des étiquettes de bagages jetés. Dans le placard de mes parents, des cintres vides là où leurs vêtements d'été auraient normalement été rangés pour l'hiver. Dans la poubelle, des cartes d'embarquement usagées du vol vers Miami. Chaque découverte était une autre confirmation que ce n'était pas un malentendu, ni une urgence, mais une décision calculée. Ils ont planifié ça, ai-je dit, m'asseyant sur le lit de mes parents. Peut-être pas à long terme, mais dès qu'ils ont vu l'offre de croisière, ils ont délibérément utilisé mon argent. Grand-mère s'est assise à côté de moi, sa petite main couvrant la mienne. Ton père a toujours voulu ce qu'il veut quand il le veut, a-t-elle dit doucement. Je l'ai mal éduqué en tant que mère de cette manière. J'aurais dû lui apprendre mieux. J'ai secoué la tête, trop engourdi pour même pleurer. Ce n'est pas ta faute, grand-mère. Peut-être pas entièrement, a-t-elle concédé. Mais ce qui compte maintenant, c'est ce que nous allons faire. Ce que nous avons fait ensuite, c'est appeler le bureau d'aide financière de mon école d'infirmière, pour tomber sur un joyeux message vocal de vacances indiquant qu'il serait de retour le 3 janvier. J'ai appelé mon conseiller pédagogique avec le même résultat. À ce moment-là, la réalité avait complètement fait son chemin, tout comme la première vague de panique désespérée. Je ne peux pas me permettre un autre prêt, ai-je dit, arpentant la cuisine pendant que grand-mère regardait avec inquiétude. J'ai atteint le maximum de mon éligibilité avec celui-ci. Sans cet argent, je ne peux pas finir mes études. Tu finiras,
a dit grand-mère fermement. Nous trouverons une solution. Mais à ce moment-là, avec les preuves de la trahison de ma famille tout autour de moi, et mon avenir soigneusement construit soudainement en péril, je ne voyais pas comment. J'ai porté mes valises et les sacs de cadeaux désormais sans signification dans ma chambre d'enfant, qui était restée exactement comme je l'avais laissée en déménageant à Chicago il y a 4 ans. Des affiches de pionnières des soins infirmiers sur les murs, des étagères remplies de manuels de sciences et de revues médicales, et le tableau de Liège encore épinglé avec des lettres d'acceptation et des offres de bourse de ma dernière année de lycée. Assise sur le bord de mon lit simple, entouré des reliques d'une version plus jeune et plus confiante de moi-même, j'ai finalement craqué. Les larmes sont venues en grands sanglots profonds qui semblaient monter du plus profond de mon être. J'ai pleuré pour la trahison, pour la manière négligente dont ma famille avait mis mon avenir en danger, pour les années de travail acharné maintenant menacées, et pour la réalisation dévastatrice que les personnes qui devraient me protéger le plus avaient plutôt choisi de me faire du mal pour leur plaisir temporaire. On a frappé doucement à la porte, et grand-mère Eleanor est entrée, portant une tasse fumante de tisane à la camomille, son remède personnel pour tous les maux de la vie. Sans un mot, elle l'a posée sur la table de chevet et s'est assise à côté de moi, son petit corps créant à peine un creux dans le matelas. Elle a posé une main noueuse sur mon dos, la déplaçant en cercle lent, comme elle le faisait quand j'étais enfant et que j'avais des cauchemars ou de la fièvre. « Laisse tout sortir, Rosie », a-t-elle murmuré. « Tu as mérité ces larmes. » Lorsque le pire de la tempête fut passé, me laissant octanter les yeux rouges, elle m'a tendu la tisane et une boîte de mouchoirs. « Maintenant, nous allons parler », a-t-elle dit fermement. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons parlé, non seulement de la situation actuelle, mais aussi du schéma qu'elle représentait. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, a demandé grand-mère, bien que ce ne soit pas vraiment une question. Non, ai-je admis, me rappelant des incidents tout au long de ma vie. Quand j'avais 16 ans, j'avais économisé $800 de mon travail de page à la bibliothèque pour acheter un ordinateur portable pour l'école. Papa l'a emprunté pour une opportunité d'investissement. Je n'ai jamais revu cet argent. Et ton fonds pour l'université, a suggéré grand-mère. J'ai grimacé à ce souvenir. Maman et papa ont commencé un fonds pour l'université quand je suis né. Au moment où j'étais prête pour l'université, il y avait moins de $3000 dedans. Ils avaient retiré le reste pour des vacances, une rénovation de cuisine et la voiture de Jacob. C'est pourquoi tu as travaillé si dur et pris tant d'emplois, a hoché la tête grand-mère. Et puis il y a eu ma première voiture, ai-je continué, les souvenirs affluent maintenant. Je l'ai acheté moi-même, mais papa l'utilisait quand il voulait. Une fois, il l'a rendu avec des problèmes de transmission qui ont coûté $2000 à réparer, plus que ce que j'avais payé pour la voiture. Il a promis d'aider aux réparations mais ne l'a jamais fait. Et ton frère? J'ai soupiré. Jacob a emprunté $500 pour des manuels sa 2e année, a promis de me les rendre en 2 semaines quand son aide financière arriverait. 3 mois et des dizaines de rappels plus tard, il m'a finalement payé. Mais à ce moment-là, j'avais mis mes propres manuels sur une carte de crédit et je payais des intérêts. Et Olivia a utilisé ma carte de crédit pour des billets de concert et a menti à ce sujet, la blessure était plus petite mais non moins révélatrice. Elle a dit que c'était pour des fournitures d'art dont elle avait besoin pour un projet. Grand-mère a hoché la tête pensivement. Vois-tu le schéma, Rosie? Je le voyais, avec une clarté cristalline qui avait peut-être toujours été là, mais que j'avais refusé de reconnaître. Ils profitent de moi. Ils l'ont toujours fait. Et sais-tu autre chose, a demandé grand-mère, se levant avec difficulté pour se diriger vers ma bibliothèque. Elle est revenue avec un album photo que j'avais fait au lycée. Ils me le font à moi aussi. Alors que nous feuilletions de vieilles photos de famille, grand-mère a révélé ses propres histoires, comment mon père l'avait convaincu de vendre sa maison et d'emménager avec eux, promettant un bureau rénové comme son espace privé, pour finalement utiliser la plupart des profits de la vente de sa maison pour payer leurs dettes de carte de crédit. Comment ses chèques de sécurité sociale disparaissaient parfois mystérieusement de son sac à main avant qu'elle ne puisse les déposer. Comment ses bijoux avaient progressivement disparu au fil des ans, y compris son alliance pendant un mois particulièrement difficile financièrement. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit, ai-je demandé, choqué par ces révélations. Pour la même raison que toi, je suppose, a-t-elle dit avec un sourire triste. L'amour, la honte, l'espoir que la prochaine fois serait différente. Mon téléphone a de nouveau vibré. D'autres notifications de réseaux sociaux. Je les ai ouvertes pour trouver des photos de ma famille faisant de la tyrolienne à travers une forêt tropicale, nageant avec des dauphins, profitant d'un dîner formel à la table du capitaine.
Sur chaque image, ils rayonnaient de joie insouciante, apparemment sans une pensée pour ce qu'ils avaient fait ou comment cela m'affecterait. Mes messages à leur intention restaient non lus. Je n'arrive pas à croire qu'ils m'ignorent tout simplement, ai-je dit, jetant le téléphone de côté avec dégoût. Ils savent que ce qu'ils ont fait est mal, a dit grand-mère fermement. C'est plus facile de prétendre que tout va bien que de faire face aux conséquences. J'ai passé le reste de la soirée dans un état second, passant des appels qui tombaient sur des messageries vocales, envoyant des courriels qui recevaient des réponses automatiques concernant les fermetures de vacances, et calculant et recalculant mes finances pour trouver une solution qui n'existait pas. Sans cet argent de prêt, il me manquait près de 5000 $ pour mon dernier semestre, même après avoir vidé mon maigre compte d'épargne. Le sommeil était impossible. Je suis resté éveillé dans mon lit d'enfant, fixant les étoiles phosphorescentes que j'avais disposées en constellations précises sur mon plafond à l'âge de 12 ans. Mon esprit était en proie à des pensées craintives. Devrais-je abandonner si près de l'obtention de mon diplôme? Prendre un semestre sabbatique pour économiser de l'argent, perdant ma place dans les stages cliniques compétitifs? Supplier l'école pour une aide d'urgence? Chaque option semblait impossible ou humiliante. Quelque temps après minuit, j'ai entendu grand-mère au téléphone dans le couloir, sa voix inhabituellement tranchante. Harold James Wilson, tu réponds à ce téléphone tout de suite. Je sais que le navire a du service. Une pause. Non, je ne rappellerai pas demain. Mais Diane au téléphone aussi. Je veux que vous entendiez tous les deux cela. Une autre pause. Ce que vous avez fait à Rosalind est méprisable, et il y aura des conséquences à votre retour. Sa voix a baissé trop bas pour que j'entende le reste. Finalement, l'épuisement m'a gagné, et je suis tombé dans des rêves agités, où je me noyais dans un océan de documents de prêt étudiants pendant que ma famille passait en bateau de croisière de luxe, me saluant et riant alors que j'appelais à l'aide. Le matin n'a apporté aucun soulagement. Je me suis réveillé avec la dure réalité que j'avais précisément 15 jours pour trouver d'une manière ou d'une autre près de 10 000 $, où mon diplôme d'infirmière et l'avenir stable qu'il promettait seraient retardés au mieux, perdus au pire. Avec des mouvements robotiques, je me suis douché et habillé, puis je suis descendu, où le son d'activité dans la cuisine indiquait que grand-mère était déjà levée. On dirait que tu t'es fait renverser par un camion, a-t-elle observé sans détour alors que j'entrais. C'est ce que je ressens aussi, ai-je marmonné, tendant la main vers la cafetière. Assieds-toi, a-t-elle commandé. J'ai réfléchi. J'ai obéi, trop épuisé émotionnellement pour faire autrement. L'engourdissement émotionnel du choc s'était installé sur moi, un calme étrange après la tempête des larmes d'hier. Je me sentais vide, vidé, déconnecté de l'étudiante en soins infirmiers brillante et ambitieuse qui était rentrée à la maison à peine 24 heures plus tôt. Grand-mère a posé une assiette d'œufs brouillés et de pain grillé devant moi. Mange pendant que je parle, a-t-elle instruit. Tu auras besoin de tes forces. Je me suis réveillé le lendemain matin avec l'arôme du café et de quelque chose de sucré qui cuisait. Pendant un moment de bonheur, j'ai tout oublié, pensant que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Puis la réalité est revenue en force, et la sensation de vide est revenue dans mon estomac. Me traînant hors du lit, j'ai trouvé grand-mère Eleanor déjà habillée dans l'un de ses beaux tailleurs pantalons, ses cheveux blancs soigneusement coiffés, maquillée. Elle était assise à la table de la cuisine, entourée de carnets, mon ordinateur portable ouvert devant elle. Une assiette de brioche à la cannelle fraîche refroidissait sur le comptoir. « Tu es levé ?» a-t-elle noté sans détourner le regard de l'écran. « Le café est frais. Prends-en et rejoins-moi. » J'ai versé une tasse de café et pris une brioche à la cannelle, bien que je n'ai que peu d'appétit. « Tu sembles pleine d'énergie » ai-je commenté, observant son efficacité matinale inhabituelle. « Je le suis » a-t-elle confirmé, levant enfin les yeux. Ses yeux derrière ses lunettes de lecture étaient clairs et déterminés. J'étais debout à 5 heures. En train de planifier. Planifier quoi? Opération conséquence, a-t-elle répondu avec une satisfaction sinistre, tournant l'ordinateur portable vers moi. À ma grande surprise, elle avait créé une feuille de calcul détaillée avec plusieurs onglets. Je sais que c'est un choc, mais ta grand-mère n'est pas complètement inepte en technologie. Je suis des cours au centre communautaire depuis des années. Je vois ça, ai-je dit, impressionné malgré mon épuisement émotionnel. Qu'est-ce que tout cela? Ceci, ma chérie, c'est la façon dont nous allons réparer le gâchis que ta famille a créé. Elle a pointé l'écran. Le premier onglet concerne les options financières. Le deuxième, les considérations juridiques.
Le troisième est un calendrier des actions à entreprendre. Le quatrième est une liste de ressources et de contacts. J'ai cligné des yeux devant son efficacité. Grand-mère, j'apprécie, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution. J'ai appelé toutes les personnes auxquelles je pouvais penser, et avec les vacances, il y a toujours une solution, a-t-elle interrompu fermement. Ce n'est peut-être pas facile ou confortable, mais il y a toujours un moyen d'avancer. Elle a ensuite exposé sa stratégie. D'abord, elle a révélé qu'elle avait un modeste compte d'épargne qu'elle avait gardé secret de mes parents. Pas une fortune, attention, a-t-elle précisé. Mais assez pour couvrir temporairement tes besoins de scolarité si nous ne pouvons pas récupérer l'argent à temps. Grand-mère, non, ai-je immédiatement protesté. C'est ton argent de retraite. Je ne peux pas le prendre. Tu ne le prends pas, a-t-elle corrigé. Je te le prête, avec une documentation appropriée, et ta famille me remboursera chaque centime avec intérêt. L'acier dans sa voix indiquait clairement que ce n'était pas négociable. D'ailleurs, a-t-elle poursuivi plus doucement, à quoi bon épargner pour mon avenir si je ne peux pas aider à sécuriser le tien? Tu es la seule dans cette famille à avoir montré une réelle responsabilité et ambition. Mon investissement en toi est le plus sûr que je puisse faire. Les larmes menaçaient de nouveau, mais d'une autre nature. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu vas arrêter d'être un paillasson, a-t-elle répondu sans détour. L'amour sans limite crée des monstres, Rosie. J'ai appris cela trop tard avec ton père. Tu as une chance de l'apprendre maintenant. Au cours de l'heure suivante, elle a partagé sa propre histoire plus en détail que je ne l'avais jamais entendue auparavant, comment elle avait favorisé les mauvaises habitudes financières de mon père depuis son enfance, cédant à ses demandes et à ses crises de colère, trouvant des excuses pour son irresponsabilité, réparant ses erreurs. Comment mon grand-père l'avait averti qu'il créait un adulte nanti, mais qu'elle n'avait pas écouté. Comment elle avait vu le schéma se répéter avec mes frères et sœurs. Ta mère n'est pas mieux, a-t-elle ajouté. Diane a des goûts de luxe avec un budget de bière. Ça a toujours été le cas. Ils se confortent mutuellement dans leur pire penchant. Mais que pouvons-nous faire maintenant, ai-je demandé. Même si nous assurons mes frais de scolarité, ils ont quand même pris mon argent. Cela nous amène à la phase 2, a dit grand-mère, passant à un autre onglet de la feuille de calcul. Les conséquences pratiques. Son plan était complet. Nous avons découvert que dans leur départ précipité, ma famille avait laissé de nombreuses choses en suspens. Ils avaient pris toutes les clés de la maison mais n'avaient pas changé le code de sécurité. Ils avaient laissé le réfrigérateur presque vide, plusieurs factures impayées sur le comptoir, et n'avaient pris aucune disposition pour la collecte du courrier ou d'autres affaires domestiques. Ils ont supposé que tu t'occuperais de tout, a observé grand-mère, comme tu l'as toujours fait. Son plan, opération conséquence, abordait tout cela et plus encore. Elle avait fait des recherches sur les implications juridiques de l'utilisation non autorisée de l'argent d'un prêt étudiant. Elle avait appelé le service client de la compagnie de croisière ce matin-là, se faisant passer pour ma mère, et avait confirmé les arrangements de retour. Elle avait contacté son ami Terry, un avocat à la retraite, pour obtenir des conseils sur la rédaction d'un accord de remboursement. Nous devons être prêts à leur retour, a-t-elle expliqué. Pas de scènes émotionnelles, pas d'accusations qu'ils peuvent rejeter. Juste des conséquences calmes et fermes, sans marge de manœuvre. Le plan s'est déroulé avec une précision militaire. D'abord, un appel à un serrurier pour changer toutes les serrures extérieures de la maison. Ils ont pris les clés mais nous ont laissé derrière, a raisonné grand-mère. Clairement, ils perdent leur privilège d'entrer sans notre approbation. Ensuite, un inventaire minutieux des objets de valeur dans la maison à sécuriser. Non pas que je pense qu'ils vendraient des héritages familiaux, a dit grand-mère, mais mieux vaut prévenir que guérir, vu leur comportement actuel. Elle avait déjà commencé à tout documenter avec des photographies, y compris le compte de prêt étudiant vide, les publications sur les réseaux sociaux de la croisière, et le mot qu'ils avaient laissé. Rosie, a-t-elle dit sérieusement, alors que nous examinions ces plans, la chose la plus importante est que tu sois prête à tenir bon. Ils vont pleurer. Ils vont crier. Ils essaieront de te faire sentir coupable. Ils diront que tu exagères ou que c'était juste un malentendu. Ils promettront de te rembourser un jour, quand cela leur conviendra. J'ai hoché la tête, sachant qu'elle avait raison. Et tu dois être prête à dire non. À dire que leur comportement a des conséquences, et que ces conséquences sont immédiates et non négociables. Et si je n'y arrive pas, ai-je chuchoté, exprimant ma plus grande peur. Et si je cède comme je le fais toujours?
Grand-mère a pris mes mains dans les siennes, sa peau fine comme du papier recouvrant des doigts étonnamment forts. Tu peux, et tu le feras, parce que cette fois tu n'es pas seul. Je serai juste à côté de toi, et j'ai 82 ans de pratique pour être têtu. Cela m'a fait sourire, même faiblement. D'ailleurs, a-t-elle ajouté avec une lueur dans les yeux, j'ai des renforts. Ce renfort, il s'est avéré, était un réseau impressionnant d'amis d'Eleanor. Terry, l'avocat à la retraite, aidait à rédiger un accord de remboursement juridiquement contraignant. Martin, un serrurier à la retraite, offrait des services à prix réduit pour changer les serrures. Ses amis du club de bridge se sont portés volontaires pour être présentes lors de la confrontation en tant que témoins et soutien moral. Être âgé ne signifie pas être impuissant, m'a-t-elle informé avec dignité. Avec un nouvel objectif, je me suis jointe à elle pour mettre en œuvre le plan. J'ai appelé la ligne d'urgence de l'aide financière de mon école, et bien qu'ils ne puissent rien traiter avant la fin des vacances, j'ai documenté la situation pour la réouverture des bureaux. J'ai sécurisé nos documents importants dans un coffre-fort à la banque de grand-mère. J'ai aidé à déplacer des objets particulièrement précieux ou sentimentaux chez la sœur d'Eleanor, qui habitait à proximité. Le soir, nous avions changé les serrures, sécurisé les objets de valeur, documenté le vol financier avec des relevés bancaires et des captures d'écran, et commencé à rédiger l'accord de remboursement avec les conseils de Terry. Maintenant, la partie la plus difficile, a dit grand-mère alors que nous nous asseyions pour un dîner simple, la préparation émotionnelle. Elle avait raison. Les tâches pratiques avaient été simples, mais la pensée d'affronter ma famille, de tenir tête à leurs manipulations et à leurs tentatives de culpabilisation, me remplissait d'anxiété. Ils diront que je suis égoïste, ai-je dit, poussant la nourriture dans mon assiette. Qu'ils méritent des vacances après avoir tant travaillé, que je fais toute une histoire pour rien. Et que diras-tu, a demandé grand-mère. J'ai pris une profonde inspiration. Que prendre mon argent sans permission était mal, que les actions ont des conséquences, que j'ai besoin de récupérer l'argent immédiatement ou d'un accord signé pour le remboursement. Et s'il refuse? La question flottait dans l'air. Que ferais-je s'il refusait? La réponse est venue plus facilement que je ne l'avais prévu. Alors je déposerai une plainte à la police pour vol et je contacterai l'école pour signaler l'utilisation frauduleuse des fonds du prêt étudiant. Grand-mère a hoché la tête avec approbation. On n'en arrivera pas là. Ils sont irresponsables, pas stupides. Mais ils doivent savoir que tu es sérieuse. Je suis sérieuse, ai-je dit, me surprenant par la fermeté de ma voix. C'est mon avenir. C'est ma vie. J'ai travaillé trop dur pour les laisser me la prendre pour des vacances. C'est ma fille, a dit grand-mère avec un sourire fier. Maintenant, entraînons-nous à ce que tu diras quand ils essaieront de te faire sentir coupable. Nous avons passé la soirée à jouer différents scénarios. Grand-mère, faisant preuve d'un talent d'actrice inattendu, a joué à tour de rôle l'autorité fanfaronne de mon père, les manipulations larmoyantes de ma mère, et les diverses approches de mes frères et sœurs pour se dérober à leurs responsabilités. À chaque répétition, mes réponses devenaient plus confiantes, ma résolution plus forte. Au moment de nous coucher ce soir-là, je me sentais préparé comme jamais auparavant à une confrontation avec ma famille. N'oublie pas, a dit grand-mère en nous séparant pour la nuit, tu ne fais pas seulement cela pour toi. Tu le fais pour eux aussi. Le véritable amour signifie fixer des limites. Sans conséquence, ils ne changeront jamais. Alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en seulement 2 jours. J'étais arrivé à la maison, excité pour un Noël en famille, et j'avais découvert la trahison à la place. Mais j'avais aussi découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas et une alliée en grand-mère Eleanor que j'avais toujours tenue pour acquise. Demain apporterait d'autres préparatifs. Le jour d'après, ma famille reviendrait, et plus rien ne serait jamais comme avant. Le premier jour de notre plan s'est levé, froid et clair. Grand-mère et moi avons pris le petit déjeuner tôt, passant en revue notre calendrier autour d'un café et de toast. Le serrurier sera là à 9h, m'a-t-elle rappelé, vérifiant son emploi du temps soigneusement écrit. Martin nous donne son premier rendez-vous de la journée. Et Terry vient à 11h pour finaliser l'accord de remboursement, ai-je ajouté, ressentant un calme étrange remplacer l'anxiété de la veille. Avoir un plan concret rendait tout plus gérable. Martin est arrivé ponctuellement, un homme vif de 70 ans avec des mains calleuses et des yeux perçants. Eleanor m'a mis au courant, a-t-il dit alors que je lui montrais les portes. C'est terrible, une famille qui profite comme ça. C'est arrivé à mon neveu aussi. En un peu moins de 2 heures,
il avait changé toutes les serrures extérieures et installé un nouveau clavier électronique sur la porte d'entrée qui pouvait être reprogrammé au besoin. Un code temporaire pour l'instant, a-t-il expliqué en me montrant comment le changer. Après que votre famille aura fait amende honorable, vous pourrez décider qui aura un accès permanent. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Pour la première fois de ma vie, je contrôlerai qui entrait dans cet espace plutôt que d'être à la merci des décisions des autres. Après le départ de Martin, grand-mère et moi avons soigneusement documenté l'état de la maison avec des photos et des vidéos, créant des preuves de la façon dont nous l'avions trouvé à mon arrivée. Les pièces non décorées, le réfrigérateur presque vide, les factures impayées sur le comptoir, tout a été capturé pour la postérité. Terry est arrivée ensuite, une femme distinguée d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés coupés en un carré net et des lunettes de lecture perchées sur son nez. Elle portait une mallette en cuir et une attitude pragmatique. Eleanor a expliqué la situation, a-t-elle dit, déclinant les offres de café ou de thé. Allons droit au but. L'accord de remboursement qu'elle a rédigé était complet. Il décrivait le retrait non autorisé de 9 876 $ de mon compte, établissait un calendrier de remboursement avec des intérêts modestes, et incluait des conséquences pour les paiements manqués, y compris d'éventuelles poursuites judiciaires. Ce n'est qu'un point de départ pour la négociation, a expliqué Terry. Mais partez d'une position de force. Ils ont profité de vous, pas l'inverse. Après le départ de Terry, nous nous sommes concentrés sur les préparatifs pratiques. Nous sommes allés faire les courses, remplissant le réfrigérateur avec les produits de base. Nous avons ramassé le courrier qui s'était accumulé et payé les factures urgentes, en tenant des registres minutieux de ces dépenses à ajouter au total du remboursement. Ajoute ça à leur note, a dit grand-mère d'un air sombre alors que nous écrivions un chèque pour la facture d'électricité en retard. Le soir, nous avions sécurisé la maison, tout documenté et préparé les documents officiels. Je sentais une confiance grandissante, comme si j'enfilais une armure pièce par pièce. Bon travail aujourd'hui, a dit grand-mère alors que nous prenions un dîner simple. Demain, nous nous concentrerons sur la planification d'urgence. Le deuxième jour a apporté de nouveaux défis. Ma mère a posté d'autres photos de la croisière, dont une avec la légende « Les meilleures vacances en famille de tous les temps ». Tellement reconnaissante pour ce temps passé ensemble. La cruauté désinvolte de nous exclure, grand-mère et moi, de la famille, tout en utilisant mon argent m'a de nouveau blessé. Plus inquiétant, ma banque m'a notifié de tentatives de débit sur ma carte de crédit depuis la boutique de souvenirs du bateau de croisière. Elles avaient été refusées en raison d'un crédit disponible insuffisant, mais la tentative indiquait que ma famille essayait maintenant d'utiliser également ma carte de crédit. Incroyable, ai-je dit, montrant la notification à grand-mère. Ils volent 10 000 $ et essaient ensuite de dépenser plus. L'entitlement engendre l'entitlement, a-t-elle répondu, sans surprise. Appelle la compagnie de carte de crédit et signale une fraude potentielle. C'est ce que j'ai fait, expliquant la situation à un représentant du service client sympathique qui a placé un gel temporaire sur la carte et a noté le compte pour surveillance. Le reste de la journée a été consacré à organiser notre documentation dans des dossiers clairement étiquetés et à nous préparer aux résultats potentiels. L'amie de grand-mère, Beth, une travailleuse sociale à la retraite, est venue nous aider à nous entraîner à gérer les confrontations émotionnelles. Ils essaieront d'appuyer sur tes points sensibles, a-t-elle prévenu. Ils savent exactement lesquels fonctionnent parce qu'ils les ont installés. Nous avons joué d'autres scénarios, Beth jouant le rôle de ma mère avec une précision effrayante, avec des accusations larmoyantes et de la culpabilisation. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, se lamentait-elle, canalisant parfaitement ma mère. C'est comme ça que tu nous remercies ? En changeant les serrures de notre propre maison. À chaque fois, je m'entraînais à répondre calmement mais fermement. Il ne s'agit pas des sacrifices passés. Il s'agit des 10 000 $ pris sur mon compte sans permission. Nous pourrons discuter de l'accès à la maison après avoir résolu le problème financier. Le soir, je me sentais émotionnellement plus forte, bien que l'anxiété bouillonnait encore sous la surface. En consultant le site de suivi de la croisière, nous avons confirmé que le navire devait rentrer à Miami le surlendemain. C'est presque l'heure, a dit grand-mère en me serrant la main. Le troisième jour a été consacré aux derniers préparatifs et à la planification d'urgence. Et s'il refusait de signer l'accord ? Et s'il faisait une scène impliquant les voisins ou même la police ? Et s'il partait tout simplement ? Pour chaque scénario, nous avons développé une réponse. Les options juridiques ont été documentées. Une voiture de location a été réservée au cas où nous devrions partir rapidement.
Les personnes de soutien ont été confirmées pour la confrontation. N'oublie pas, a dit grand-mère alors que nous passions tout en revue une dernière fois, nous ne faisons pas cela pour les punir. Nous le faisons pour établir des limites et des conséquences. J'ai hoché la tête, bien qu'une partie de moi voulait les punir pour leur trahison désinvolte, pour la manière irréfléchie dont ils avaient risqué mon avenir pour leur plaisir, pour avoir laissé grand-mère derrière eux sans soins appropriés. Ce soir-là, un texto est finalement arrivé de ma mère, on passe un moment incroyable. On rentre en avion demain. Petite urgence avec le travail de ton père. On se voit vers l'heure du dîner. Hâte de tout te raconter. On t'aime. Aucune mention de mon argent. Aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Aucune excuse. Et c'est ainsi que ça commence, a dit grand-mère quand je lui ai montré le texto, la prétention que tout est normal. Je n'ai pas répondu au message. Le 4e jour s'est levé avec une légère chute de neige, ajoutant à la qualité surréaliste de la situation. Cela aurait dû être le matin de Noël, avec la famille réunie autour d'un sapin, ouvrant des cadeaux. Au lieu de cela, grand-mère et moi étions assises à la table de la cuisine, buvant du café et regardant l'horloge. Les informations de suivi montraient que leur vol avait atterri. Un texto ultérieur de ma sœur a confirmé qu'ils avaient récupéré leurs bagages et étaient dans un VTC en direction de la maison. Les amis de grand-mère ont commencé à arriver. Terry avec ses documents juridiques. Beth avec son expérience de travailleuse sociale. Martin, au cas où il y aurait des problèmes avec les serrures. 3 membres du club de bridge comme témoins supplémentaires. Ils se sont rassemblés dans le salon, une armée de soutien aux cheveux gris. Merci à tous d'être venus, ai-je dit, touché par leur présence. On prend soin des nôtres, a simplement répondu Terry. Eleanor a été là pour chacun de nous. À un moment donné, une notification du système de sécurité de la maison a montré une voiture entrant dans l'allée. À travers la fenêtre avant, j'ai vu ma famille sortir, bronzée et chargée de souvenirs, riant en rassemblant leurs bagages. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Grand-mère est venue se tenir à côté de moi, sa petite main trouvant la mienne. Souviens-toi de qui tu es, a-t-elle dit doucement. Souviens-toi de ce que tu mérites. J'ai hoché la tête, serrant sa main alors que la sonnette retentissait. C'était l'heure. La sonnette a retenti de nouveau, avec plus d'insistance. J'ai pris une profonde inspiration, échangé un dernier regard avec grand-mère, et me suis dirigé vers la fenêtre avant plutôt que vers la porte. En tirant légèrement le rideau, je pouvais voir ma famille sur le porche, mon père cherchant déjà ses clés. Rosie, a appelé ma mère, me repérant à travers la fenêtre. Nous sommes à la maison. Ouvre, il gèle dehors. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone du nouveau système de sécurité. Je vois ça, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu. Pourquoi vos clés ne fonctionnent-elles pas? Le visage de mon père est apparu à la fenêtre, son expression confuse, puis en colère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu as changé les serrures? Oui, ai-je simplement confirmé. Nous devons parler avant que vous n'entriez. C'est ridicule, a-t-il bafouillé, son visage rougissant sous son bronzage frais. Il fait -5 degrés dehors et nous avons voyagé toute la journée. Laisse-nous entrer tout de suite. Nous pouvons parler via la sonnette caméra, ai-je dit, faisant un signe de tête à grand-mère, qui a activé l'appareil, ou vous pouvez accepter une conversation calme sur ce qui s'est passé avec l'argent de mon prêt étudiant. Leur visage sur le petit écran montrait une gamme d'émotions. Mon père avait l'air outré, ma mère confuse, Jacob gêné, et Olivia de plus en plus inquiète. De quoi parles-tu? A demandé ma mère, bien que ses yeux aient fui la caméra. Nous avons juste besoin d'entrer. Nous pourrons discuter de ce qui te préoccupe ensuite. Je parle des $10 000 que vous avez pris sur mon compte sans permission, ai-je dit clairement. L'argent qui était pour mon dernier semestre d'école d'infirmière. L'argent que vous avez dépensé pour une croisière sans même me demander. Un moment de silence a suivi. Mon père s'est ressaisi le premier. Maintenant écoute-moi bien, a-t-il commencé, sa voix de vendeur activée. Nous n'avons rien volé. C'était un compte familial, et c'était une opportunité unique, une annulation de dernière minute. Nous méritions des vacances après tout ce que nous avons traversé cette année. Ça n'explique pas pourquoi vous ne m'avez pas demandé d'abord, ai-je répondu. Ni pourquoi vous avez laissé grand-mère seule sans soins appropriés. Maman allait bien, a rapidement interjeté ma mère. Et nous allions te rembourser, bien sûr.
Nous avions juste besoin de profiter des fêtes d'abord. Avec mon argent, ai-je ajouté. L'argent dont j'avais besoin pour l'école. L'expression de ma mère est devenue suppliante. Ma chérie, tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Nous sommes une famille. Nous partageons les choses. Maintenant, s'il te plaît, laisse-nous entrer avant que nous ne gelions. Grand-mère s'est approchée de moi. Il y aura des conditions pour entrer, a-t-elle annoncé fermement. Le visage de mon père s'est encore assombri. Maman, c'est toi qui es derrière ça. C'est entre nous et Rosalyn. Vous m'avez laissé ici aussi, Harold, lui a rappelé grand-mère. Sans discussion, sans arrangements appropriés, juste un mot disant à Rosalyn de prendre soin de moi comme si j'étais une plante d'intérieur. Nous savions que Rosie serait là, a dit ma mère sur la défensive. Et le navire n'était pas accessible pour quelqu'un avec tes problèmes de mobilité. Pratique, a répondu sèchement grand-mère. Mes frères et sœurs étaient restés largement silencieux pendant cet échange, mais maintenant Jacob s'est avancé. C'est stupide. C'est notre maison aussi. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'entrer. En fait, nous le pouvons, ai-je répondu. Et nous le ferons, jusqu'à ce que nous ayons discuté du remboursement de mon argent. Remboursement, a répété ma mère, comme si le concept était entièrement nouveau. Chérie, bien sûr que nous te rembourserons éventuellement, quand les choses se calmeront. Quand j'ai insisté, comment? Avec quel argent? Les malaises et les regards fuyants m'ont tout dit. Il n'y avait pas de plan. Il n'y en avait jamais eu. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, canalisant l'autorité calme de grand-mère. Nous avons préparé un accord de remboursement. Vous allez le lire et le signer. Ensuite, nous pourrons discuter de l'entrée dans la maison. C'est de la folie, a explosé mon père. Tu ne peux pas traiter ta famille comme ça. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Quelque chose en moi s'est durci à ces mots. Qu'avez-vous fait pour moi exactement, papa? Pris mon fonds pour l'université? Emprunté ma voiture et l'avoir rendue cassée? Utiliser mon prêt étudiant pour des vacances pendant que je travaillais 3 emplois pour payer mes études? Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. À ce moment-là, quelques voisins avaient remarqué l'agitation. Les patelles d'accent grave côté regardaient ouvertement depuis leur allée, et les enfants Henderson avaient collé leur visage à la fenêtre de leur salon. Peut-être devrions-nous continuer cette conversation de manière plus privée, a suggéré ma mère, sa gêne sociale l'emportant sur tout le reste. Je suis d'accord, ai-je dit. Il y a un café à 3 rues d'ici. Nous pouvons nous y retrouver dans 15 minutes pour discuter de l'accord. Par ce temps? Avec tous nos bagages, a protesté mon père. C'est votre choix, ai-je répondu en haussant les épaules. Discussion publique sur le porche avec les voisins qui regardent ou discussion privée au café? Ils se sont regroupés, chuchotant avec urgence. Finalement, ma mère s'est retournée vers la caméra. D'accord. Le café. Mais seulement toi, Rosalyn. Pas les amis de ta grand-mère. Elle avait repéré Terry à travers la fenêtre, la reconnaissant comme une avocate locale. Non négociable, ai-je répondu. Terry vient avec moi, ainsi que grand-mère. Les autres attendront ici. D'autres chuchotements, puis un accord réticent. Ils sont retournés péniblement vers leur VTC, qui avait heureusement attendu. 15 minutes plus tard, nous étions assis dans un coin reculé du Magnolia Coffee, un petit café local décoré pour Noël avec des lumières scintillantes et des guirlandes de pin. Le contraste entre l'atmosphère festive et nos visages tendus n'aurait pas pu être plus frappant. Terry a posé un dossier sur la table entre nous. C'est un accord de remboursement juridiquement contraignant, a-t-elle expliqué de sa voix nette et professionnelle. Il décrit le retrait non autorisé de 9 876 $ du compte de Rosalyn et établit un calendrier de remboursement. Mon père n'a même pas tendu la main pour le prendre. C'est ridicule. Nous n'avons pas besoin d'avocat et de contrat. Nous sommes une famille. Une famille ne vole pas sa famille, a simplement répondu grand-mère. Nous n'avons pas volé, a insisté ma mère, sa voix s'élevant suffisamment pour qu'un barista jette un coup d'œil dans notre direction. Elle l'a rapidement baissé. C'était un malentendu. Quelle partie a été mal comprise, ai-je demandé doucement. La partie où vous saviez que c'était l'argent de mon prêt étudiant? La partie où vous n'avez pas demandé la permission? La partie où vous saviez que j'en avais besoin pour l'école? Personne n'a répondu directement. Écoutez,
a finalement dit Jacob, ce qui est fait est fait. L'argent est dépensé. Nous ne pouvons pas le rendre comme par magie maintenant. C'est pourquoi il y a un plan de remboursement, a interjeté Terry, tapotant le dossier. En commençant par un paiement immédiat de $1000 provenant des remboursements de vos vols de retour. J'ai relevé la tête brusquement. Quel remboursement de vol de retour? Un regard coupable a été échangé entre mes parents. Nous avons dû changer nos vols de retour, a admis ma mère. Les originaux étaient pour le 27 décembre, mais ton père avait une urgence de travail. Donc vous avez des remboursements à venir, a conclu grand-mère. Qui iront directement à Rosalyn. D'autres malaises. Mon père a finalement pris l'accord et l'a parcouru, son froncement de sourcils s'accentuant. Ces conditions sont ridicules, a-t-il déclaré. Il est impossible que nous remboursions autant si rapidement. Alors Rosalyn n'aura d'autre choix que de poursuivre d'autres options, a dit Terry calmement, y compris signaler l'utilisation non autorisée des fonds de prêt étudiants, ce qui, si je comprends bien, peut déclencher des enquêtes à la fois de l'école et de l'institution prêteuse. Ma mère a pâli. Tu ne ferais pas ça à ta propre famille. Je ne voulais pas, ai-je dit honnêtement. Je voulais rentrer à la maison pour Noël, passer du temps avec ma famille, et retourner à l'école pour finir mon diplôme. C'est vous qui avez changé le plan, pas moi. Pour la première fois, Olivia a pris la parole. Maman, papa, elle a raison. Nous avons pris son argent sans demander. C'était mal. Le soutien inattendu de ma sœur a créé un changement dans l'atmosphère. Le défi de ma mère s'est légèrement effrité. Mon père avait l'air moins certain. Au minimum, a poursuivi Terry, les débits sur carte de crédit tentés depuis la boutique de souvenirs du bateau de croisière doivent être réglés. Quel débit sur carte de crédit, a demandé sèchement mon père, regardant ma mère. Elle a eu la décence d'avoir l'air embarrassée. J'ai peut-être essayé d'utiliser la carte de Rosie pour quelques souvenirs. Je pensais que ça irait. Après avoir pris $10 000, tu as essayé de dépenser plus, a demandé grand-mère, incrédule. La conversation s'est poursuivie dans cette veine pendant près d'1 heure. Mes parents ont alterné entre le déni, la colère, la minimisation et le rejet de la faute. Jacob les a largement soutenus, tandis qu'Olivia devenait de plus en plus mal à l'aise, offrant occasionnellement un soutien discret à ma position. Dehors, la légère neige continuait de tomber, s'accumulant sur les trottoirs et les pare-brises des voitures. À l'intérieur, la glace entre nous a lentement commencé à se fissurer. Qu'est-ce qui se passe si nous ne signons pas, a finalement demandé mon père, repoussant l'accord. Alors vous n'entrez pas dans la maison, ai-je dit simplement. Et je poursuivrai les options légales pour récupérer l'argent. Tu mettrais ta propre famille à la rue à Noël, a demandé ma mère, les larmes apparaissant enfin. Tu volerais l'argent de l'éducation de ta fille pour une croisière, a contré grand-mère. L'impasse s'est prolongée. Terry a regardé sa montre de manière ostensible. J'ai un autre rendez-vous dans 30 minutes, a-t-elle dit. Donc, une décision doit être prise. Mon père m'a regardé fixement, me voyant peut-être clairement pour la première fois, non pas comme sa fille docile qui finirait par céder, mais comme une femme qui tenait bon. Nous ne pouvons pas tout rembourser immédiatement, a-t-il finalement dit, sa voix moins combative. L'accord ne l'exige pas, ai-je souligné. Il exige de la bonne foi, un paiement immédiat de ce que vous pouvez, et un plan structuré pour le reste. Après un autre silence tendu, ma mère a tendu la main vers l'accord. Nous signerons, a-t-elle dit doucement. Mais je veux qu'il soit noté que nous allions toujours te rembourser. Cette approche formelle était inutile. J'ai ravalé une réplique, reconnaissant la petite victoire. Un par un, ils ont signé le document, mon père en dernier et avec une réticence visible. Maintenant, pouvons-nous rentrer à la maison, a demandé Jacob d'un air maussade. Oui, ai-je dit, rassemblant les papiers signés. Mais les choses seront différentes. Alors que nous retournions dans les rues enneigées, j'ai expliqué les nouvelles règles de la maison. Ils auraient des codes d'entrée temporaires pour la maison, pas permanents. Les responsabilités financières seraient clairement documentées et partagées. Les chèques de sécurité sociale de grand-mère seraient déposés directement sur son compte personnel, et non gérés par mes parents. On dirait une punition, c'est plainte ma mère. On dirait des conséquences, les jeux corrigés. Il y a une différence. Quand nous sommes arrivés à la maison, les amis de grand-mère étaient partis, à l'exception de Martin, qui attendait pour expliquer le nouveau système de sécurité. Ma famille est entrée dans son environnement domestique changé avec des expressions soumises,
prenant conscience de l'absence de décoration de Noël qu'ils n'avaient jamais installée, des courses pratiques plutôt que des friandises de fête, des factures soigneusement organisées attendant d'être payées. Bienvenue à la maison, ai-je dit, sentant le poids du changement s'installer sur nous tous. La première nuit avec ma famille de retour à la maison fut tendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Mes parents se sont retirés tôt dans leur chambre, le poids des conséquences visiblement lourd sur leurs épaules. Jacob alternait entre un silence maussade et des tentatives de normaliser la situation avec des blagues qui tombaient à plat. Seule Olivia a fait de véritables efforts pour réparer les dégâts, m'aidant à préparer un dîner simple et posant des questions réfléchies sur les exigences de mon dernier semestre. Grand-mère Eleanor a maintenu sa position de boussole morale et de médiatrice, ferme, mais pas punitive. Il ne s'agit pas de faire souffrir qui que ce soit, m'a-t-elle rappelé en privé alors que nous faisions la vaisselle ensemble. Il s'agit de créer un changement. Au cours de la semaine suivante, les schémas établis lors de notre confrontation ont continué à se manifester. Mes parents ont d'abord résisté à la nouvelle responsabilité financière, se plaignant du suivi détaillé des dépenses et des paiements de factures partagés que j'avais mis en place. Mon père a tenté de réaffirmer son contrôle à plusieurs reprises, prenant des décisions unilatérales, puis agissant surpris lorsque je les contestais. Je suis le chef de cette maison, a-t-il déclaré lors d'une discussion particulièrement animée sur la facture d'électricité. Et je suis celle qui vous tient pour responsable, ai-je contré. L'accord que vous avez signé exige une transparence financière. Progressivement, au fil des jours, la résistance a commencé à s'estomper. L'accord de remboursement signé était accroché au réfrigérateur comme un rappel constant. Le premier paiement, tiré de leur remboursement de vol et complété par la vente de quelques souvenirs de croisière, a été transféré sur mon compte et documenté avec des photographies et des reçus. L'influence de grand-mère s'est avérée cruciale pendant cette période de transition. En tant que mère de mon père et belle-mère de ma mère, elle détenait une position d'autorité unique qu'il ne pouvait pas facilement rejeter. Lorsque mon père a tenté de me faire honte de traiter la famille comme des locataires, elle a rapidement redirigé la conversation. Harold James Wilson, disait-elle, utilisant son nom complet comme elle le faisait depuis son enfance, cette situation est de ta création, pas de celle de Rosalyn. Elle t'apprend la responsabilité, quelque chose que je n'ai manifestement pas réussi à faire adéquatement. Avec le prêt temporaire d'Eleanor couvrant mes dépenses scolaires immédiates, j'ai pu m'inscrire à mes derniers stages cliniques à temps. Le soulagement de savoir que mon éducation continuerait sans interruption m'a permis de me concentrer sur la guérison à plus long terme dont notre famille avait besoin. 2 semaines après leur retour, je suis retourné à Chicago pour commencer mon dernier semestre. La distance a permis à chacun de prendre du recul. Les appels vidéo hebdomadaires comprenaient des mises à jour financières, mes parents rendant compte de leur progrès en matière de remboursement. Mon père avait pris un travail de consultant le week-end pour augmenter ses revenus. Ma mère avait réduit ses achats et commencé à vendre des articles ménagers inutilisés en ligne. Le développement le plus surprenant est venu de mes frères et sœurs. Jacob, après une résistance initiale, a semblé subir une transformation. Lors d'un appel vidéo 3 semaines après mon retour à l'école, il m'a montré sa nouvelle application de budgétisation et a partagé qu'il avait pris des quarts de travail supplémentaires à son studio d'enregistrement. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu portais tout pour nous tous, a-t-il admis maladroitement. Ce n'était pas juste. Olivia est allée encore plus loin, m'appelant en privé pour s'excuser. J'en faisais partie aussi, a-t-elle dit. De profiter de toi. Je veux dire, je ne l'avais jamais vu de cette façon jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je vois à quel point tu t'es battu pour toi-même. Ces conversations n'étaient pas faciles. Des années de schémas établis ne changent pas du jour au lendemain. Il y a eu des revers, comme lorsque ma mère a emprunté au fonds de remboursement pour une vente dans un grand magasin ou lorsque mon père a demandé si le remboursement intégral était vraiment nécessaire étant donné que je me débrouillais bien avec mes stages cliniques. Chaque fois, j'ai tenu bon aux limites que nous avions établies. Chaque fois, c'est devenu un peu plus facile de le faire. Grand-mère Eleanor, fidèle à sa parole, a déménagé à temps partiel à Chicago après que j'ai obtenu mon diplôme, louant un petit appartement près de mon nouveau travail à l'hôpital Northwestern Memorial. Sa présence m'a aidé à maintenir ma nouvelle force et a servi de tampon alors que ma relation avec mes parents guérissait lentement sur un pied d'égalité. Le Noël suivant fut radicalement différent. Au lieu d'échanges de cadeaux élaborés financés par des dettes de cartes de crédit, nous nous sommes mis d'accord sur des cadeaux modestes et attentionnés. Mes parents ont organisé un petit dîner plutôt qu'une fête extravagante. Plus important encore, ils avaient remboursé près de la moitié de ce qu'ils avaient pris, effectuant des paiements mensuels constants,
même lorsque cela exigeait des sacrifices. Les leçons que j'ai apprises de ce terrible Noël et de ses conséquences m'ont transformé d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. J'ai découvert ma propre force et ma propre valeur. J'ai appris que le véritable amour inclut des limites et la responsabilisation. J'ai réalisé que permettre aux gens de subir les conséquences de leurs actions est parfois le plus grand cadeau que vous puissiez leur faire. En tant qu'infirmière, ces leçons se sont avérées inestimables. J'ai apporté une nouvelle empathie aux patients aux prises avec des dynamiques familiales difficiles. J'ai reconnu les comportements de facilitation et pu guider doucement les gens vers des limites plus saines. J'ai compris par expérience personnelle que la guérison commence souvent par une vérité douloureuse. Ma relation avec ma famille ne sera plus jamais ce qu'elle était avant. La confiance aveugle a disparu, remplacée par quelque chose de plus prudent mais finalement de plus authentique. Mes parents luttent toujours avec la responsabilité financière, mais maintenant ils le font ouvertement, demandant des conseils plutôt que de profiter. Mes frères et sœurs sont devenus des alliés plutôt que des concurrents pour les ressources. Et grand-mère Eleanor, à 84 ans, continue de démontrer qu'il n'est jamais trop tard pour changer les schémas familiaux. Son courage de se tenir à mes côtés et de reconnaître son propre rôle dans la création du sentiment de droit de mon père reste l'un des plus grands actes d'amour dont j'ai jamais été témoin. Parfois, le cadeau de Noël le plus précieux ne se trouve pas sous un sapin ou sur un bateau de croisière. Parfois, il se présente sous la forme de conversations difficiles, d'une croissance douloureuse, et du courage de dire « ça suffit » à ceux que nous aimons le plus. Ce terrible mot sur le réfrigérateur a mené au voyage le plus important de ma vie. Pas à travers les Caraïbes, mais à travers le terrain beaucoup plus difficile de l'estime de soi et de la guérison familiale. Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui ont profité de vous? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver la force de fixer des limites? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour en savoir plus sur la navigation dans les dynamiques familiales difficiles et la construction de relations plus saines. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et n'oubliez pas, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le tenir pour responsable. Je vous souhaite toute la force dont vous avez besoin pour vos propres limites en cette période de fête.